bonjour à tous. Donc on est là pendant 45 minutes, donc j'ai un agenda chargé, donc je ne vais pas perdre de temps. Donc là, le but du jeu, alors je m'appelle David, je suis évangéliste, c'est un terme que tout le monde adore en France chez Microsoft. Donc en gros, je suis chargé de la relation avec les développeurs. Mais moi, je préfère utiliser le terme évangéliste parce qu'au moins, c'est un peu plus honnête sur ma fonction. Donc je vais tenter de vous manipuler, faites attention à ce que je dis. Vous pouvez me contacter sur Twitter, Davrous, et j'ai mon blog, où il y a pas mal de choses d'ailleurs que je vais vous montrer sont sur mon blog aussi, ak.ms/Davrous. Donc là, le but du jeu de cette présentation, à l'origine, donc je remplace quelqu'un qui faisait des trucs autour des jeux vidéo, donc je vais faire quelques exemples autour des jeux vidéo, parce que j'ai la chance dans mon boulot de suivre pas mal d'éditeurs de logiciels pour les faire venir sur nos plateformes au niveau des jeux. Et c'est surtout pas mal de problèmes que nous, on a eu chez Microsoft autour de nos plateformes pour faire du développement mobile avec HTML5, les problèmes de performance, pas mal de choses. Donc moi, c'est plutôt dans un axe développeur que je vous présenter les choses, sachant que je sais qu'il y a des gens très compétents sur le responsive web design. Moi, je comprends CSS, mais de là à faire des jolies choses en responsive, ça me dépasse un peu. Donc je vais me concentrer plutôt sur les problématiques de code. Donc l'agenda est le suivant. On va commencer par une courte introduction. Pourquoi on s'intéresse de plus en plus à HTML5, mais vous devez quand même bien le savoir maintenant. Et ensuite, tout ce qu'on peut faire avec juste du standard HTML5 directement dans le navigateur ou d'autres plateformes, avec pas mal de défis quand même à relever pour les développeurs. On va le voir, la gestion du offline, les performances, pas mal de choses comme ça. Et on finira par, on peut aller un peu plus loin avec Sencha et PhoneGap. Je ne sais pas si vous connaissez, j'imagine. Donc on verra comment ça fonctionne. Alors je ferai les démonstrations souvent sur mes jouets à moi, hein, parce que souvent, rares sont les démonstrations faites sous IE ou les autres plateformes. Ça permet d'en voir un petit peu, vous rappelez à quoi ça ressemble. Et ensuite, tout ce que je vais vous présenter fonctionne de manière générale sur les autres plateformes, bien évidemment. Alors pourquoi faire du HTML5 sur mobile et tablette? Alors il y a plusieurs raisons, et des fois il y a des mauvaises raisons qui sont faites par certains décideurs. Moi, ce que je dis maintenant aux décideurs, c'est réutiliser les compétences de vos équipes web, HTML, CSS, JavaScript, pour avoir une seule équipe qui va gérer plusieurs plateformes. Souvent, les décideurs pensent que HTML5, je vais l'écrire une fois, ça va tourner partout. On sait tous que c'est faux. Donc, je passe mon temps à expliquer aux gens, non, ce que vous allez pouvoir faire, c'est avoir une équipe qui maîtrise déjà ça, mais qui va devoir quand même s'adapter pas mal aux nouvelles plateformes. Mais du coup, vous n'avez qu'un seul langage, qu'une seule montée en compétence sur ce genre de choses. Donc, on a une équipe, et du coup, il y a pas mal de clients que nous on a rencontrés. Je prends l'exemple, par exemple, on travaille avec Allociné, où ils outsourcé tout ce qui était mobile, en Java, en Objective-C. Et du coup, quand HTML5 commence à bien prendre son essor, ils peuvent faire eux-mêmes le développement des applications mobiles, parce qu'ils faisaient le site web, et du coup, ils aiment bien avoir la main sur ce qu'ils font. Alors, réduire potentiellement les coûts de développement. Alors, je dis potentiellement parce qu'on ne sait toujours pas si ça coûte moins cher HTML5 pour faire du multi-périphérique que du natif plusieurs fois. Parce que ça coûte quand même super cher de faire... En gros, on va respécifier souvent par mobile, par périphérique, ce qu'on est en train de faire. Mais on peut réutiliser des cœurs communs. Genre JavaScript, maintenant, il tourne partout de la même manière. Donc, on va pouvoir avoir notre logique métier qui est réutilisée. Donc, ça, c'est quand même assez intéressant. Donc, je dis potentiellement parce que j'ai toujours pas de chiffres sur ce genre de choses. Et enfin, on peut le combiner avec du natif. C'est-à-dire qu'avec des projets comme PhoneGap ou chez nous sur Windows 8, on peut aller plus loin lorsque les standards ne le permettent pas. Alors, il y a des cas comme Firefox OS où, eux, le natif serait le HTML5, donc ils étendent encore plus les possibilités. Sur les autres plateformes, vous êtes obligé d'aller, dans certains cas, appeler des composants écrits en C++, en Java, en C# pour aller plus loin. Alors ensuite, question tunifique. Pourquoi les gens s'y intéressent? 1 milliard de périphériques mobiles équipés de navigateurs modernes en 2013. Donc ça fait pas mal. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est que les navigateurs mobiles et les tablettes ont souvent un moteur de rendu JavaScript super récent, donc vous n'avez pas besoin de vous dire est-ce que ça supporte tel truc, comme on l'a avec IE6 à 8, tous les problèmes de compatibilité. 2 millions de développeurs web en 2013, alors il faudrait définir ce que c'est un développeur web, j'ai déjà discuté hier avec certains d'entre vous, c'est un terme assez nébuleux, mais ça fait pas mal de gens. Et c'est surtout qu'il y a 79% des développeurs qui s'intéressent à HTML5 et 80% d'entre eux disent faire du HTML5 sur la mobile d'ici 2015. Alors d'où ça sort? C'est IDC, que j'ai appelé aussi Madame Irma Corp, ceux qui sont capables de voir dans les boules de cristal et prévoir l'avenir. Donc c'est pas toujours très juste, mais ça donne une bonne tendance. Moi, dans les gens que je rencontre, c'est à peu près ce qui se passe. Tout le monde s'intéresse de plus en plus à HTML5. Ensuite, il y a des bad buzz de Facebook qui annoncent que c'est pas bien et d'autres qui montrent que c'est bien. Mais c'est en train d'avancer de toute manière pour qu'on fasse de plus en plus de HTML5 sur le mobile.
Alors, je vais essayer, je n'ai pas la prétention de faire la différence entre ce que c'est une application web et un site web. Je le fais selon mon point de vue à moi pour la suite de la présentation, puisqu'on va plutôt parler de vraiment construire des applications à base de technologies web. Alors, c'est des approches différentes en termes d'ergonomie et de design. Alors ça, c'est un gros souci que nous rencontre chez Microsoft quand les clients viennent nous voir. Ils sont vraiment orientés faire un site web. Lorsqu'on va arriver sur des tablettes, que ce soit les nôtres ou ceux des autres, il y a des fois des codes de design qui sont différents dans le monde du web. Donc il faut réadapter pour faire une application avec les mêmes technos, mais pas faire un site web qui ait la même look and feel partout. L'ergonomie est différente, on a le tactile bien sûr. Il y a le concept de single page application. Donc, je ne sais pas qui connaît les SPA dans la salle. La moitié, les autres sont peut-être timides. Donc c'est un concept quand même qu'on retrouve de plus en plus. Tout simplement, au lieu de naviguer par hyperlien, on reste toujours dans la même fenêtre du navigateur. On va charger les morceaux de HTML, de JavaScript à la volée. C'est super chouette, ça donne une expérience vraiment très, très agréable en web. Le souci, c'est que pour pouvoir maîtriser ça, il faut absolument faire attention aux fuites mémoire, parce que quand on fait du développement web normal, qu'on va naviguer d'un lien vers un autre, il y a le DOM qui va être détruit, et donc si on avait une fuite mémoire, on va peut-être pas le voir tout de suite, donc c'est pas très grave. Dans le cas où on a toujours une seule application qui vit, on va charger, décharger des informations. Les fuites mémoire, nous on en a vu beaucoup plus rapidement avec ce type de pattern. Gestion de l'offline possible, alors ça c'est extrêmement important sur les mobiles. Et puis on va gérer la performance à des endroits différents. Alors ça, j'ai découvert ça aussi pas mal. Typiquement, les architectures ARM sont différentes en termes de puissance, on va le voir, mais sont différentes aussi en termes d'architecture sur le bus mémoire, les I/O, ce genre de choses. Et ben, c'est tout bête que lorsque vous avez une super machine avec du SSD où ça s'ouvre directement et vous passez à du ARM, où en fait, il mélange sur le bus les accès mémoire et I/O où vous pouvez faire un seul des traitements à la fois, et qu'en plus, c'est une espèce de mémoire toute lente à l'intérieur. Et ben là, vous voyez que votre code n'est pas optimisé en fait. Alors que là, on est des bourges, on s'en fout, on a du SSD, du Core i7, roule ma poule. Le jeu de compétences, le profil de développeur, on va dire, d'application JS, moi je le trouve encore rare. Alors peut-être qu'il y en a plus ici dans cette salle, c'est une conférence un peu particulière, mais globalement chez nos clients, un développeur qui passe qui a l'habitude de faire du web à faire une application costaud, des fois ils ont un peu de difficulté. Et donc, il faut faire attention aux fuites mémoire, à l'optimisation et écrire du code propre avec des patterns modernes. Donc, il faut lire des bouquins. Alors, on va voir quelques démonstrations d'applications pures HTML5. Je vais commencer par notre site MSN, qu'on a entièrement refait en responsive web design. Donc, on a pas mal de gens qui ont bossé là-dessus, avec la possibilité, lorsque je touche ici l'écran, de pouvoir slider. On détecte également la présence de la souris. Donc déjà, il faut penser à ce type d'interaction où tout le monde n'a pas encore un écran tactile à la maison, donc il faut continuer d'avoir une expérience souris agréable. On a la géolocalisation. Bon là, il est resté par chez moi le simulateur, donc il pense que je suis toujours dans les Yvelines. Mais on a une interaction sympathique, et vous allez voir quand j'appuie ici sur un truc, bon, j'aurais dû laisser mon doigt plus longtemps appuyé, mais il fait des mouvements avec des légères transitions. On donne l'impression que j'appuie sur des boutons. Et si on regarde ensuite la version téléphone, hop, qui est ici, vous voyez, il y a bien le design qui a été réadapté, mais ça vous connaissez tous. Et donc on reprend ici les codes de design qu'on appelait Metro, qu'on appelle Modern UI, sur un site web. Donc nous, on essaye de présenter notre site web qui continue d'aller vers le nouveau code de design qu'on fait. Donc pareil, c'est pas mal de boulot pour le faire. Ensuite, c'est du HTML et du CSS classique, c'est-à-dire que c'est pas mal de travail, mais c'est des choses que vous savez déjà faire. Ce site-là, il supporte pas l'offline encore, mais on a déjà un résultat qui est assez sympathique. Alors j'aimerais vous montrer ensuite, dans Windows 8, on a la possibilité de faire des applications en pur HTML5. J'aimerais bien vous montrer ce qu'on peut faire lorsqu'on s'affranchit de tous les problèmes de compatibilité de vieux navigateurs, et c'est souvent les nôtres. Hein. Ça, c'est du HTML5, du CSS, du JavaScript. Par contre, il utilise des nouveaux moteurs de layout qui sont encore pour l'instant que chez nous, comme le grid layout. Je ne sais pas qui connaît le grid layout. Quelques-uns. Alors ça a été annoncé comme arrivant bientôt dans iOS 7, Safari, donc j'espère que les autres vont le faire. Et si vous regardez en termes de performance, souvent les développeurs que je rencontre, ils me disent HTML c'est pourri, ça avance pas, JavaScript c'est lent. Et souvent on leur montre ce genre de site en disant bah, tu vois, il n'y a pas de problème de fluidité là, j'ai un dictionnaire, il y a des gestures nouvelles de ce type-là
où je peux faire un zoom arrière et aller directement sur des mots particuliers. On a un layout qui est quand même très sympathique, ici. Et donc, on peut naviguer comme ça dans une application qui utilise ce pattern de single page application, où donc tout est chargé dynamiquement. On a le multicolonne qui est utilisé, on utilise les dernières nouveautés de CSS3 pour le faire. Vous avez une application où vous pouvez plus savoir que c'est du HTML5 par rapport à une application dite native. Donc voilà le potentiel qu'on a aujourd'hui sur les technos. Alors ça, c'est de la science-fiction sur le web, hein, puisque faudrait considérer que tout le monde a au moins IE10 ou des dernières versions de Chrome et de Firefox en ligne. Alors si vous avez un client comme ça, félicitations. Mais moi, ça me permet de rassurer les gens en disant, des fois, il y a des clients qui disent ça rame, etc., on ne peut rien faire avec HTML5, c'est souvent un problème de compétence ou de mauvaise compréhension de la manière dont fonctionne JavaScript par rapport à leur langage préféré. Alors le premier challenge qu'on a, ça va être relever le challenge du tactile. Alors je ne vais pas parler des problèmes d'ergonomie, puisque moi je ne suis pas designer. Donc on a un problème technique aujourd'hui, c'est que Apple a créé le tactile via JavaScript avec la sortie de l'iPad il y a quelques années, puis ensuite, enfin l'iPhone plutôt, sauf qu'ils n'ont jamais créé de spécification, c'est Mozilla, Google et Opera, je crois, qu'on a créé une spec au W3C, qu'on commençait à la faire avancer, et sauf qu'il y a un seul éditeur qui n'était pas présent dans la spec, c'était Apple. C'est quand même embêtant, quoi, le mec qui a créé la spec, il n'est pas présent dans l'éditeur de la spécification, pour des raisons en fait de brevet. Donc ils ont essayé de bloquer la spécification, et donc du coup, c'était un petit peu inquiétant, c'est-à-dire qu'on n'aurait jamais eu de standard tactile, parce qu'Apple aurait pu le bloquer en disant bah, si vous utilisez Touch Even, ça marchera, vous avez le droit de le faire que sur iOS. Bon, en plus, vous êtes obligé d'écrire 2 fois le code, c'est-à-dire qu'on n'a pas de code commun entre la souris et le touch, donc on a à adresser ça 2 fois. Puis il faut faire attention aux gestures, c'est assez compliqué quand même les gestures. Je ne sais pas si ceux qui ont découvert ça récemment sur le web, mais ça peut être une petite prise de tête à gérer. Et pareil, les gestures, c'est géré nativement par iOS, mais c'est breveté, vous n'avez pas le droit de copier le tap ou les trucs comme ça. Ils ont breveté le nombre de millisecondes à faire, etc., quoi. Donc vous devez refaire vos propres systèmes de gesture. Alors nous, on propose une solution, on a un bon suivi de Google, de Mozilla, de pas mal de gens là-dessus. On a créé Pointer Events. On se dit, nous, on ne va pas implémenter un truc où Apple a des brevets, ça nous coûte super cher. Donc on a créé une autre spécification qu'on a poussée au W3C, qui est aujourd'hui en Candidate Recommendation, donc qui est très proche d'être un standard final. Et l'idée, c'est que vous écrivez qu'une seule fois votre code pour viser le tactile, les stylets, la souris. Et tous les sites, bien sûr, qui marchent à la souris marchent au tactile. Et puis, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, plutôt que de trop parler. Et on a fait un polyfill en France pour que ça marche partout. On est assez content de ce qu'on a fait. Alors, non seulement j'utilise IE, mais j'utilise Visual Studio, je sais. Alors là, ce qu'on fait, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est qu'on va avoir tout simplement la récupération d'un canvas, où je vais dessiner dans un canvas, là où la souris va bouger, je vais faire des petits carrés de 10 par 10 de couleur bleue. C'est quand même assez énorme. Donc on va voir ça dans le navigateur. Donc ça donne ça, donc je bouge ma souris, ça marche bien, il suit le pointeur de ma souris. Donc ensuite je me dis qu'est-ce qui se passe au tactile. Donc quand je touche à certains endroits au tactile, il dessine des points, et dès que je veux bouger, qu'est-ce qui se passe? En fait, il prend le comportement par défaut du navigateur qui dit mais en fait tu veux slider. Je dis non, j'aimerais bien dessiner et reprendre la main. Donc en Touch Even, vous faites ça avec un Prevent Default, en disant bah, laisse-moi gérer ce que je veux. Avec cette spécification, alors pour l'instant elle est supportée que par IE, mais à terme ça sera Touch Action. Vous ciblez par CSS les zones de votre layout que vous souhaitez ne plus être récupérer le touch par défaut du navigateur. Donc là, je désactive le support du touch par défaut du navigateur sur cette zone-là, mon canvas. Et du coup, maintenant, si je charge cette page à la place de l'autre, je peux bouger mon doigt à l'intérieur. Donc j'ai le même comportement qu'une souris. Par contre, si j'ai plusieurs doigts, il n'en dessine qu'un seul. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, il dessine qu'un seul trait. Tout simplement parce que normalement, on n'a qu'une seule souris sur sa machine. Donc comme on se mappe sur le comportement par défaut d'une souris, il faut supporter ensuite le multitouch. Alors pour transformer ça en multitouch, c'est assez simple. C'est qu'au lieu d'avoir un mouse move ici, je vais le transformer en pointer move. Donc regardez le code, c'est celui-là du coup. Il est préfixé pour l'instant parce que pareil, c'est supporté que par chez nous. Et en faisant que ça, du coup,
si j'ouvre dans mon navigateur, j'ai bien le multitouch cette fois-ci. Donc le code reste le même, et vous avez automatiquement le support du multitouch. Si j'avais un stylet, il supporterait le stylet, etc. Donc du coup, vous avez vu, on agrège tous les types de pointeurs vers un seul code commun. Alors vous allez me dire, c'est super, mais là, si je le lance dans des navigateurs pas mal utilisés également, bah, ça ne supporte même plus la souris, le touch, rien du tout. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un petit polyfill, là en France, c'est bien amusé, où en gros, on vise la future spécification qui est quasiment standardisée, mais qui n'est pas encore déployée. Donc vous faites pointer move, vous enlevez les préfixes. Vous avez juste une petite librairie JavaScript à rajouter, donc ça s'appelle UnJS, la librairie qu'on a créée. Et automatiquement, en fait, elle va renvoyer les events de souris, si jamais il n'y a que la souris, les events touch, start, touch, end, touch, move sur un WebKit ou équivalent. Et du coup, en faisant ça, vous n'avez qu'une seule version du code. Là, ça marche dans IE, bien sûr. Hein. On n'est pas con non plus. Ça marche dans Firefox à la souris ou au touch, et ça marche du coup dans Chrome et sur iOS, etc., Android, ça marche. Du coup, je me suis un petit peu amusé. Moi, comme je vous dis, je fais pas mal de trucs de jeux vidéo. Ouais, j'ai une vie difficile. Je me suis amusé à faire un petit joystick ici, universel, où ça, vous pouvez le lancer sur mon blog, sur ton superbe Firefox OS, ça tourne, sur un iPhone, un Android. Et là, je contrôle le petit vaisseau ici. Donc j'ai écrit une seule fois le code, comme si je visais les pointer events, et j'utilise la librairie de polyfill, et ça marche partout sur un iOS, un Android, Firefox OS. Donc, je ne pense pas que vous allez faire des joysticks virtuels dans vos productions demain, mais c'est vraiment pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Vous écrivez qu'une seule fois le code, et c'est bon, vous n'avez plus besoin de vous galérer avec le support multinavigateur. Alors le défi numéro 2, c'est gérer la connexion des mobiles. Alors, on n'a pas toujours de connexion, on est dans le train, 4 heures de train pour venir ici depuis Paris, dans un tunnel. Moi, j'habite à la campagne, non seulement j'ai pas d'ADSL, mais enfin, on peut considérer que j'ai pas d'ADSL, j'ai 2 mégas. Mais aussi, donc tout le monde se fout de ma gueule en disant bah bascule en 3G. Si dans une zone où tu n'as pas 2 mégas, pas plus que 2 mégas, en général, tu n'as pas de 3G non plus. Et donc tous les problèmes de trous noirs inconnus. Ensuite, on a les vitesses de connexion inférieures et plus chères, donc il faut éviter de télécharger à chaque fois sur le mobile. Donc comment résoudre ces différents problèmes? Alors les solutions que moi j'utilise souvent, c'est un cache basé sur le manifeste, c'est HTML5 Application Cache. Donc vous allez décrire un manifeste avec les fichiers que vous le souhaitez cacher. Alors vous n'avez pas caché tout le site web, il faut choisir une partie des informations que vous voulez rendre disponibles lorsque vous perdez la connectivité. Donc vous mettez une partie des fichiers HTML, CSS, JavaScript et vos ressources. Donc ça permet d'aller plus loin que le cache local géré par le navigateur. Par contre, l'aspect qu'elle est souvent décriée, parce qu'elle n'est pas énorme non plus, c'est que si jamais vous voulez resynchroniser les fichiers, vous ne pouvez pas le faire par delta. C'est-à-dire que vous dites, j'ai juste un CSS à mettre à jour parce que je me suis planté. Il faut renvoyer à chaque fois tous les fichiers en faisant une mise à jour du manifeste. Donc le manifeste, il ressemble à ça. Donc vous avez sur votre gauche le document HTML avec juste un attribut tout en haut sur HTML, manifeste égale le nom de votre fichier. Donc ça va pointer vers un fichier qui doit avoir le bon type MIME, sinon il n'est pas reconnu par certains navigateurs. Et dans le type MIME, dans ce fichier, vous allez décrire avec la structure qui est ici, voilà ce que tu dois cacher. Il va le télécharger en local. Et donc si je perds la connexion réseau, automatiquement il va aller taper dans cette zone de cache pour récupérer les fichiers. Et vous pouvez définir les fichiers sur lesquels il faut toujours aller les chercher en ligne. Par exemple, je sais pas, moi, vous n'avez pas envie de synchroniser les vidéos. Si on essaie d'attaquer une vidéo, essayez d'aller en ligne. Et vous pouvez même dire, si jamais vous n'avez pas de connexion, voici le fichier par défaut à servir. Imaginons qu'il manque des images. Vous pouvez dire, voici l'image à renvoyer si tu ne l'as pas du tout. Comme ça, il y a écrit, vous êtes en offline, reconnectez-vous pour avoir tout le contenu. Donc ça, c'est assez simple à gérer. Vous avez des API qui vous disent si vous êtes actuellement connecté ou déconnecté. Sachant que tout ce qu'elles font les API, en général, elles vous disent si vous avez une connexion Internet. Donc des fois, vous avez peut-être une connexion Internet, mais vous n'avez pas la connexion à votre serveur web. Donc c'est à vous de rajouter un peu de logique en faisant des pings vers votre serveur web dans des URL particulières pour savoir si votre serveur web est toujours en vie. Et en fonction de ces tests-là, vous pouvez partir dans la branche de votre code qui gère le site en offline. Alors, la démo que j'ai prévue, pareil, un jeu. Mais j'en ai d'autres, des démos plus sérieuses après. Donc si je retourne ici, j'ai ce petit jeu-là qui fonctionne, là.
où je peux jouer à mon petit jeu en HTML5. Et si je perds la connexion réseau, donc pour perdre la connexion réseau, ce que je dois faire, c'est... Alors c'est compliqué chez nous, pour perdre la connexion réseau. C'est passer en mode avion. Voilà. Et je peux toujours, bien sûr, lancer mon jeu. Et normalement, vous voyez, en haut à droite, il y a un petit logo. C'est juste pour vous informer que je suis en offline. Parce que sinon, comme c'est exactement la même logique de jeu, moi, vous ne voyez pas que je suis online, offline, quoi. Donc ça vous permet de voir qu'on peut gérer le fait qu'on perde la connexion. Et moi, dans le cas de mon jeu, finalement, j'ai aucune interaction avec le serveur. Je vais juste charger les niveaux du jeu une fois, je les mets dans le local storage. Et puis c'est fini, les fichiers du jeu, les assets du jeu, je ne vais pas les retélécharger à chaque fois, ils ne vont pas bouger, quoi. Donc c'est pareil pour une application web. La difficulté pour une application web, ça va être de définir ce que vous souhaitez avoir de mettre à disposition côté client lorsque vous perdez la connectivité. Donc il y a des applications connues, comme celle de Deezer par exemple, où ils ont géré l'offline et ils ont récupéré une partie des votre fichiers musique MP3, ils les ont stockés localement. Et du coup, même que vous n'avez plus la connectivité, vous avez quand même accès à une partie de votre musique, quoi. C'est pas mal de boulot, mais on peut le faire aujourd'hui en pur HTML5 sur toutes les plateformes qui supportent Cache, IndexDB, on va voir un peu plus tard. Donc ça limite pas mal le nombre de supports, mais on peut déjà se faire plaisir. Alors IndexDB, justement, une fois que vous êtes en offline, si vous pouvez juste cacher une partie de vos ressources JS ou CSS, ça ne va pas faire grand-chose. Donc il y a une base de données qui est disponible. Donc il y a eu deux specs qui se sont battus à un moment donné, c'était IndexitDB et WebSQL DB, qui étaient supportés que fortement par iOS. Et donc c'est celle-là qui a gagné. Donc je crois qu'Apple ne l'a toujours pas implémenté. Vous savez s'ils l'ont implémenté dans la dernière version de Safari? Je ne crois pas. Donc c'est une base de données à la NoSQL, donc clé-valeur. Vous indexez à travers un objet particulier que vous filez, donc comme ça vous retrouvez vos enregistrements à partir d'un attribut objet. Bien évidemment, il n'y a pas de dépendance vis-à-vis du navigateur, c'est une spec, donc votre code marche partout. Par contre, pour la recherche, c'est nettement moins évolué qu'une base SQL. Si vous avez l'habitude de faire une base SQL, vous ne faites pas du coup de select ou quoi que ce soit, puisque c'est du NoSQL. Donc c'est à vous souvent de monter une partie des informations et de faire les jointures vous-même, côté client, en mémoire, etc. Par contre, c'est assez performant pour charger une partie des informations, c'est assez performant. Donc je vais vous montrer un site qui a été fait, qui utilise beaucoup cette technologie, et vous montrer les problèmes qu'on a eu sur le tactile, pour porter ça sur du mobile, parce qu'on avait les mêmes technos sur mobile. Donc c'est un site qui marche, je pourrais vous envoyer les liens qui marchent partout. Donc l'idée, on voulait fabriquer un site qui utilise toutes les dernières nouveautés CSS, HTML5, et qui gère l'offline. Donc là, si jamais je suis en offline, ça continue de fonctionner. Et en fait, ici, tous mes diaporamas viennent de la base de données IndexDB. Donc même si j'ai plus de connexion, toutes les images ont été stockées. La façon de gérer les diaporamas, c'est-à-dire que je peux gérer les transitions entre les différentes images, ça, c'est serialisé en JSON dans la base de données IndexDB. Donc finalement, totalement offline, je suis bien en pur client, donc on a une application assez riche, et on le gère dans IndexDB, et puis à la fin, on peut créer un nouveau diaporama. Alors je vais récupérer des images pour faire plaisir. Et on supporte bien sûr le drag and drop, donc vous prenez des images ici, vous drag and dropez ici, et du coup, automatiquement, avec les files IPS, on va lire les fichiers, on les serialise en blob dans la base de données IndexDB, et du coup, on peut supprimer les images avant et on fait ce qu'on veut. Donc ça, c'est cool. Vous pouvez faire plein de trucs sympas, choisir les images qui vont être dans votre diaporama. Je vais rappeler Raphaël. T'es pas là. Et je change le layout. Alors le problème qu'on a, c'est qu'à l'époque, on a réfléchi à ça vachement orienté sur le navigateur, la souris. Puis j'ai commencé à le tester sur nos tablettes. Et le problème, c'est que sur vol de la souris, ça lance une transition CSS3 pour pouvoir parcourir ces trucs. Sur vol de la souris, je suis mort au doigt. Hein, c'est des trucs tout cons, mais ça marche plus. Ensuite, c'était pareil, l'interaction qui est ici, vous voyez, c'est à niveau survol de la souris. Par contre, on a eu des bonnes surprises, c'est que si je change ici l'échelle, non, je vais mettre en plus gros, je peux quand même slider un minimum.
puisque j'ai juste de l'overflow qui est géré. Dans ces cas-là, le tactile fonctionne. Donc ça, c'était des coups de chance à gérer. Mais pareil, pour les gestures, je pense que par rapport à la souris, il a peut-être été intelligent de faire des trucs de zoom ou des trucs comme ça pour pouvoir zoomer dans l'interface. Donc ça fonctionne sur un mobile, que ce soit un téléphone ou une tablette. Par contre, il y a pas mal de boulot, vous voyez, pour le faire. Mais l'avantage, c'est que je peux développer sur mon PC, jouer avec IndexedDB. En termes de performance, alors là, c'est des grosses images. On a eu des problèmes de perf. Des fois, faites attention aux perfs avec les images. Mais ça marche pas mal. Et vous voyez ce qu'on peut faire à nouveau dans le navigateur. Si je me mets en plein écran à nouveau, les gens, ça peut masquer totalement la présence de HTML5 et ça permet de les convaincre du potentiel du truc. Alors par contre, je ne vous dirai pas le prix que ça nous a coûté à développer. Je pense que ça vous ferait peur. Mais ça, c'est bon, on ne va pas parler d'argent entre nous. Donc ça, on l'a vu. Alors là où j'ai plus galéré ces derniers temps, c'est sur la perf et la mémoire. Donc en gros, les mauvaises nouvelles, c'est que les CPU Intel qu'on a sur nos machines sont au moins 10 fois plus puissants qu'un CPU ARM, même qui est quadricœur, tout ce que vous voulez. La RAM sur PC, on en a au moins 4 fois plus que sur un mobile, même si... Alors je parle des smartphones, parce qu'ensuite il y a des téléphones avec moins de mémoire. Et puis il y a certains vilains qui limitent les performances de la WebView. Quand vous faites du HTML5, vous passez souvent, par exemple avec PhoneGap ou d'autres technos, par la WebView qui est donnée. Et on va voir que, par exemple, il y a un des éditeurs qui limite les perfs. Les bonnes nouvelles, c'est que les CPU ARM sont multicœurs. Alors, on va voir comment dresser les multicœurs. Les GPU sont présents sur les mobiles et ils font tout ce qui est accélération matérielle sur CSS3 et Canvas. Donc, du coup, il faut privilégier au maximum du CSS3 par rapport à du jQuery. Les moteurs JS sont quand même super rapides sur les mobiles. Et puis, tout le monde ne limite pas les perfs de la WebView. Donc des idées de solutions pour améliorer les performances. Alors ce que je conseille tout le temps, même s'il y a des débats, transition, animation, c'est géré de manière native par le navigateur. C'est-à-dire que quand vous déclarez une transition, automatiquement vous allez utiliser le GPU sur quasiment toutes les plateformes aujourd'hui, un iPad, un Android, un Windows Phone. Donc il vaut mieux privilégier à faire une animation en JavaScript, où là pour le coup, vous allez passer par le CPU, et donc à animer des éléments du DOM par JavaScript, vous allez perdre en performance, en fluidité. Et comme on est à l'heure, je vous dis, de rendre des applications le plus proche possible du natif, il faut grappiller vraiment la moindre performance possible. Je ne sais pas si vous connaissez le pattern Promise. Qui connaît le pattern de Promise? Quand même pas mal de monde, ouais. Donc l'idée, c'est, on va dire, une facilité d'écriture pour gérer tout ce qui est asynchronisme. Pour faire de la continuation avec souvent ce qu'on appelle le Zen, c'est-à-dire que vous avez un traitement asynchrone et vous dites quand il est terminé, alors tu enchaînes sur tel bloc de code. Quand lui-même est asynchrone, tu enchaînes encore sur un autre bloc de code. Donc à l'écriture, moi ça me paraissait super top et on a commencé à en abuser comme des gorées dans nos projets. Et puis un jour, ça marchait bien sur nos PC, on teste sur des tablettes et là ça ramait comme pas possible. Et en fait, on a découvert que le Zen, c'est juste des set timeout qui sont faits. Et finalement, au niveau scheduling, on va dire système, le fait d'envoyer au bout d'un moment des dizaines de set timeout, il passait plus de temps à faire du switch de contexte qu'à vraiment exécuter le code si on l'avait fait de manière sérialisée, quoi. Donc du coup, faites gaffe à ça. Donc c'est des nouveaux problèmes. Donc nous, on a découvert. Donc on a fini par préférer au loading de l'application ramer un petit peu pendant 1 ou 2 secondes pour charger tous nos traitements, plutôt que d'essayer d'être responsive au niveau du UI. Et puis du coup, ça mettait 15 secondes au lieu de 2 secondes, quoi. Donc essayez d'utiliser les web workers pour taper dans les différents cœurs. Alors je sais pas. Les web workers, on va voir. Ça permet. C'est une écriture simplifiée à nouveau de faire de l'équivalent de multithreading. C'est assez limité parce que vous n'avez pas accès au DOM. Vous ne pouvez pas envoyer des grosses structures de l'autre côté sur les workers, donc à partir du thread principal, mais on peut déjà faire des traitements intéressants, voir les shaders, pour ceux qui ont la chance d'avoir WebGL dans leur navigateur, pour pouvoir taper dans le GPU. Moi, j'espère secrètement avoir bientôt accès à WebGL aussi, c'est pour ça que je vous en parle. Donc il faut faire des benchmarks, alors que ce soit des jeux ou autres. Nous, on a écrit un framework de benchmark, je vais vous montrer. Ensuite, vous avez 2 stratégies. Une fois que vous avez fait votre benchmark sur les périphériques cibles, vous nivelez par le bas. C'est-à-dire que tout le monde pâtira du dernier périphérique que vous supporterez. Ou alors vous vous adaptez dynamiquement à la perf. Alors ça c'est compliqué, ça coûte cher, mais c'est la version haut de gamme. Vous tunez un petit peu, vous testez au démarrage de votre application les perfs, et en fonction de ça, vous allez vous afficher de plus en plus d'éléments sympathiques ou d'animation. Alors c'est pas juste pour faire le barbeau sur dire qu'on est rapide, mais c'est pour vous donner les perfs d'IE10 par rapport à Safari, Windows Phone 8, iPhone 5, c'est les mêmes. Donc, comme ça, vous n'avez pas besoin de vous soucier des perfs.
Quand vous les mettez dans la WebView, chez nous c'est les mêmes, chez iPhone, il limite par 5 les performances. C'est-à-dire typiquement le Chrome que vous avez sur un iPad, il est 5 fois moins rapide que Safari, parce qu'il limite les perfs pour empêcher d'avoir quelque part de la concurrence par rapport aux applications natives. Donc ça n'existe que chez eux, je crois. Sauf qu'ils ont quand même une part de marché importante, donc faites gaffe. C'est-à-dire que si jamais vous commencez à dire, OK, le moteur de JS, il est rapide sur Safari, iPad, c'est vrai, dès l'instant que vous allez prendre votre code, vous allez en faire une app pour pouvoir aller dans le store, vous divisez par 5 vos performances, quoi. Alors, il y a des gens cool, comme chez Firefox, eux, maximum de perf. Puis il y a d'autres gens cool comme nous, pareil. Comme on arrive après, on va pas. Alors, idée de solution pour la mémoire. Alors la mémoire, pareil, c'est assez compliqué à gérer. On est dans un langage dynamique, mais malgré tout, il faut savoir ce qui se passe derrière. Il faut réutiliser les objets, identifier les memory leaks. Donc pour ça, vous avez des profilers qui sont très avancés dans tous les navigateurs et toutes les plateformes de dev HTML5. Virtualisation des données, pareil, ça, on utilise de plus en plus la virtualisation des données. Donc on vous fait croire qu'on a 10 000 éléments dans une liste à afficher, mais en fait, on les affiche 10 par 10. Et dès que vous commencez à slider, arriver vers une fenêtre qui est proche de la fenêtre suivante, on commence à charger les informations en asynchrone, pour que du coup, l'utilisateur il ait l'impression qu'il ait déjà tous les éléments chargés. Et lorsqu'on décale cette fenêtre, on va décharger les éléments qui étaient avant, pour éviter de charger la mémoire. Alors c'est sûr, s'il s'énerve comme un débile à slider super vite, il va voir qu'il y a de la virtualisation, donc il va voir que tous les éléments ne sont pas chargés, puis ils vont arriver d'un seul coup, quoi. Mais si jamais vous chargez 10 000 éléments en mémoire sur ces petits périphériques, ils fument, et puis vous devez vous en acheter un nouveau. Donc faites attention. Alors le SVG, c'est cool, c'est super cool pour les mobiles parce que c'est vectoriel. Par contre, ça charge pas mal le DOM, donc il faut faire attention à nouveau. Donc ne pas abuser de SVG. Et pareil aux résolutions d'images, ça c'est des trucs qu'on a vu souvent, c'est qu'on était sur PC, on avait plein de mémoire, on chargeait des images, pour des fois en faire des tout petits trucs à l'écran final, mais on avait des trucs de 3-4 mégapixels en mémoire, on était content. Sur un mobile, vous le voyez juste en chargeant ces images, en faisant du slide, le truc il se met à ramer comme pas possible, parce que vous avez saturé sa mémoire, quoi. Donc pareil, ça ne mange pas de pain que lorsque vous avez récupéré l'image du serveur, de commencer par, finalement, avec un traitement client, de la réduire en faisant un thumbnail de l'image et pour l'afficher. Rien de faire ça, on a gagné des perfs monstrueuses. Alors, on a fait un petit benchmark rigolo. Je vais vous montrer les différences de perfs. Quelle heure il est là? Il faut que je m'active un peu. Donc, le fameux bench HTML5 Potatoes. Puis, de l'autre côté, je vais mettre... Alors, je vais le lancer, vous allez voir. On va commencer par essayer d'afficher un nombre de sprites pour maintenir 30 FPS. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mode avion. Donc, ça permet de voir, en fait, que sur cette machine, je peux afficher 4200 sprites en gardant 30 images secondes. Sachant que l'optimum, vous savez tous que c'est 60 images secondes, donc 4000 sprites. Et pourquoi ce test il a l'air... Alors, on a fait un framework de benchmark, vous pouvez mettre ce que vous voulez dans la zone du centre, et on va benchmarker le framerate. Et à la fin, je vais vous le montrer sur mobile, on vous donne une courbe. On a utilisé D3.js pour faire des courbes en SVG, c'est tout mignon. Et vous voyez en gros votre évolution de courbe de FPS. Ça, on le fait souvent dans les applications natives, pas pour afficher des sprites, mais pour mesurer finalement la performance lorsque vous allez slider et donner, on voit des fois cette différence d'impression entre le natif et le HTML5, c'est vous ne savez pas ce qui se passe, mais vous sentez que ça va moins vite quand même que sur du natif. Il faut mesurer, en fait, dès que vous descendez en dessous de 30 images secondes, et déjà 30 images secondes par rapport à 60, vous le voyez, c'est que vous êtes en train de perdre de la performance. Et si je lance le même truc sur mon téléphone, donc c'est un Snapdragon Dual Core, non, c'est pas ça, c'est celui-là. Alors là, vous n'allez pas voir grand-chose, mais je vais vous lire le truc là, parce que moi j'ai... Déjà, vous voyez qu'il y a moins de monde à l'écran. Donc là, on est à peu près à 300 sprites, c'est-à-dire qu'on a divisé par 10 la capacité d'affichage par rapport à la plateforme que j'avais à côté. Donc je vais passer au bench suivant, puis vous montez. Alors, ensuite, j'affiche en 60 images secondes, parce que les développeurs de jeux ne vous adressent pas la parole si vous n'arrivez pas à maintenir 60 images secondes. Et la fin, si vous regardez, ça donne la courbe. Ici, on voit la courbe d'affichage. Et puis moi, j'essaye de viser les 30 images secondes. Donc on fait ce truc-là. Donc c'est un bench qu'on a fait. Donc pareil, je pourrais vous donner les URL pour mesurer les performances de
de votre applicatif, vous mettez ce que vous voulez mesurer dedans, et puis automatiquement, il fait du request animation frame, et va voir le delta entre chacune des frames, et puis il va vous faire le frame rate moyen. Et là, vous allez voir si vous êtes en train de trop charger graphiquement, ou peut-être en JavaScript, si vous êtes limité côté CPU sur les performances. Donc les résultats, pour vous donner un ordre d'idée, donc en bleu, c'est un Core i5 HD4000, et en orange, un i7 avec NVIDIA. Donc, vous voyez, je peux afficher à 30 images secondes presque 4000 sprites et l'autre presque 5005. Et ensuite, ça descend d'un seul coup. C'est la surface RT qui est ici. Elle n'affiche plus que, on va dire, 300 sprites. Le téléphone, c'est pareil. Et on a la Xbox 360 où, vous savez, il y a un IE dessus. Là-bas, il affiche encore moins de sprites. Donc, voilà, la stratégie, qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Est-ce que je me le calque sur le plus petit? Donc, ça veut dire si j'affiche 40 sprites, je sais que ça tournera sur toutes les machines. Ou est-ce qu'à nouveau, je me fais de l'adaptation dynamique en fonction de la plateforme sur laquelle je suis? Et donc, c'est le genre de travail qu'il faut faire maintenant lorsqu'on fait des applications mobiles en HTML5. Alors, démo avec les web workers, là-dessus. Alors, je vais switcher dynamiquement. J'espère que ça va marcher. Ouais, ça marche. Ça, c'était pas intelligent, ça. Je vais me connecter. J'ai fait une application en HTML5 ici, que vous ne voyez plus. Donc l'idée c'est, je ne sais pas si vous revoyez. Ouais. Donc j'accède à la caméra. Pareil, ça accède plus que 5 minutes. Pour accéder à la caméra, je n'ai pas les API GetUserMedia encore dans IE10. Donc je suis obligé de passer par une extension native. Mais je vais prendre 3 images. Donc une. Là, ça fait des transitions CSS. Et ensuite, quand je vais ici, je vais lancer des traitements. Je vais commencer par lancer un traitement qui fait un effet de blur avec mono-threadé, avec un traitement JavaScript classique qui va prendre les images du canvas, les traiter. On va voir le temps que ça prend. Ça prend 4 secondes. Donc je me dis, je pourrais améliorer les performances en découpant l'image en 4, en envoyant chacune des morceaux de l'image à un worker qui va traiter le canvas et qui va recombiner tout ça. Sachant que des fois, les temps de communication avec les workers vous coûtent plus cher que vraiment faire le traitement. Mais on va voir ce que ça donne. Je suis passé 1 seconde 3. Bon, la parallélisation, ce n'est pas une science exacte, donc vous n'avez pas divisé par le nombre de cœurs. Mais déjà, vous voyez que vous pouvez gagner en traitement. Et surtout, pendant ce temps-là, l'interface, je pouvais continuer à m'en servir, ce qui n'était pas le cas de l'autre. Comme j'étais mono-threadé, il bloquait l'UI complètement. Et pour finir, imaginons que vous avez un accès type WebGL. Alors là, c'est du DirectX, mais j'accède au GPU, et là, j'étais en 500 millisecondes. Parce qu'en fait, là, j'utilise les cœurs du GPU pour faire les traitements avec ce qu'on appelle les pixel shaders. Donc, ce n'est pas parce qu'on fait du JavaScript qu'on ne peut pas se faire plaisir en termes de performance. Vous avez pas mal de trucs à supporter. Mais ça vous donne les nouveaux défis qu'il y a. Pour pouvoir être toujours très fluide, il faut au maximum utiliser les ressources de la machine. Donc, je vais passer là-dessus. Alors, les codes de design de chaque plateforme. Une application prévue pour Windows Phone n'a pas le même look and feel qu'un site web ou une application iOS, Android ou Firefox OS. Vous pouvez tout refaire de zéro en CSS. Sinon, vous avez jQuery Mobile, on va voir, qui permet de vous aider. Donc, dans la présentation, vous pourrez télécharger les codes de design vers chacune des plateformes, Windows 8, Windows Phone, iOS, Android et Firefox OS. Donc, chacun essaie d'avoir des codes de design à respecter. Alors, chacune des plateformes est plus ou moins contraignante à ce niveau-là, et vous pouvez le faire. L'exception, c'est les jeux vidéo qui ont souvent leur propre univers, et donc on ne leur impose pas de guidelines particulières. Donc, démo jQuery Mobile. Je vais vous montrer ce que ça donne sur mon téléphone. Qui connaît jQuery Mobile? Pas mal de gens. Donc ça, c'est assez pratique. Alors je sais, tout le monde n'est pas toujours d'accord pour utiliser ce genre de truc, mais pareil, en fonction des scénarios, ça peut être pratique. Là, je suis dans une application HTML5 embarquée que je pourrais mettre sur le store. Et ils ont refait les thèmes. Nos équipes ont aidé les thèmes à refaire les trucs métro. Et en fait, vous voyez, il y a les sliders qui sont présents, les toggle switch, tout ça par CSS. En fait, ils vous livrent les feuilles de style CSS pour le faire. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe sur le web lorsqu'on fait des applications mobiles? C'est qu'on arrive sur des trucs comme ça. Donc là, ça va être toujours la version Windows Phone. Et moi, j'arrive horrifié des fois là-dessus. Voilà. C'est qu'on nous donne la version iOS. Tout le monde pense tellement à iOS en termes de design qu'ils servent un design à iOS en HTML5. Et ben, c'est
Surtout si on fait du Play Store, Windows Store, et je me retrouve avec un truc qui ressemble à un iOS, bah, j'aurais acheté un iOS si je voulais avoir le look and feel iOS, quoi. Donc c'est la difficulté que vous allez voir en tant que développeur, c'est ok, vous faites du HTML5 pour faire des applications pour le store potentiellement, mais il faut quand même réadapter le look and feel à chacune des plateformes. Vous pouvez ne pas le faire, hein, mais vous aurez peut-être des moins bonnes notes dans le store, et les gens ils n'hésitent pas à flammer. Parce que, même si vous aimez peut-être pas le style métro, il y en a qui l'aiment bien, et inversement, sur iOS, je pense qu'il va vite vous flammer aussi. Hein. Donc dans un monde parfait, tout ce que j'aurais besoin serait présent dans HTML5. Donc pour étendre une app native, il y a PhoneGap qui est connu. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est un container natif qui va exposer un jeu d'API en JavaScript et qui prépare un petit peu le futur. Pour accéder à la caméra, par exemple, sur mon périphérique, on n'a pas Get User Media, donc il ne faut pas le faire de manière standard. Bah, PhoneGap va exposer une API où vous allez accéder à la caméra. Et ce même code va fonctionner sur un iOS, sur un Android. Donc on vous garantit la compatibilité d'outils périphériques en attendant que le standard se développe. Donc pour voir à quoi ça ressemble, je vais vous montrer des trucs qu'on ne peut pas faire normalement en pur JavaScript sur notre plateforme et qu'on peut faire avec PhoneGap. Qui est ici. Accéder à l'accéléromètre, par exemple. On ne peut pas le faire sur Windows Phone en JavaScript. Ben là, c'est du JavaScript. Ce que fait PhoneGap, c'est qu'il va récupérer en C# l'API native du système, vous le réexpose en JavaScript. L'avantage pour vous, c'est que le code, vous allez copier-coller ce code-là JavaScript, ils vont faire le même mapping sur iOS, sur Android, etc. Et si jamais c'est supporté nativement par la plateforme, il se plug directement sur la plateforme. Donc l'accéléromètre, bon, un truc que vous allez peut-être faire plus souvent, c'est accéder à la caméra. Donc, je peux prendre une image si je veux. Donc là, en fait, il lance l'API système de mon image. Je peux prendre une photo si je le veux. Et je peux même aller plus loin. C'est accéder ici. Alors ça, c'est la façon d'accéder aux images sur Windows Phone. Bah, il va lancer la partie native de mon système, prendre une image et me la redonner ici dans mon code JavaScript. Donc ça, pareil, c'est pas quelque chose de standard, hein, du coup, parce que c'est spécifique à la plateforme. On va falloir s'imaginer à chaque fois qu'on vise une nouvelle plateforme, quels sont les codes d'interaction. Vous gardez des devs JavaScript parce que le boulot natif a été fait par une autre équipe, c'est ceux qui font Cordova, PhoneGap, et puis voilà. Alors, l'avantage de PhoneGap aussi, c'est qu'il va vous faire une application que vous pouvez déployer sur le store. C'est que vous prenez, il va embarquer votre HTML5 JavaScript et l'embarquer dans une application que vous pouvez pousser sur le store. Et ensuite, il y en a qui s'appuient là-dessus, comme Sencha, qui est une boîte, qui bosse pas mal là-dessus. Et je le trouve souvent en entreprise, ça. J'ai pas mal d'applications iPad faites avec Sencha, et elles sont vraiment chouettes souvent. Ce que j'ai vu en tout cas. Et ils ont fait aussi, ils s'occupent aussi de vous livrer des thèmes CSS, donc ils donnent des thèmes CSS pour avoir l'expérience Android, l'expérience iOS, et ils donnent des thèmes CSS, on a travaillé avec eux pour qu'ils nous fassent les versions Windows Phone. Donc là je suis en JavaScript, et ce qu'ils nous ont fait, c'est qu'ils nous ont fait les trucs qui correspondent à notre expérience. Alors c'est pas tout à fait, pour ceux qui ont l'habitude du natif, on sent que c'est légèrement différent, mais c'est suffisamment proche pour quelqu'un qui a l'habitude d'être sur Windows Phone, il ne soit pas perdu. Donc l'avantage pour vous, c'est que vous écrivez le code, vous pouvez voir le source à n'importe quel moment, en JavaScript, voilà, ça ressemble à ça. Vous écrivez le code en JavaScript et eux, ils vous exposent les thèmes nécessaires pour viser chacune des plateformes. Donc c'est eux qui résolvent finalement pour vous la complexité des différents codes de design de chacune des plateformes. Donc ça vaut le coup de jeter un œil. Alors ça nécessite de se former à tous ces frameworks, mais ça peut vous faire gagner un temps certain. Donc voilà, je vais m'arrêter puisque il faut que je m'arrête de toute façon. Et j'ai fini là, donc j'essaie d'aller un peu vite pour balancer pas mal de trucs. J'espère que vous aurez découvert certaines choses. Sinon, je suis encore dispo jusqu'à midi ici, donc n'hésitez pas à me poser des questions tout à l'heure. Et je vous remercie.